Merci Marc pour l'introduction et pour avoir passé un peu la labellisation. Donc nous, la filière, elle soutient, elle coordonne, elle appuie tous les centres du réseau. Donc il y a 3 centres. Le centre des maladies pulmonaires rares de l'adulte, qu'on appelle nous Orphalingue, qui est coordonné par Vincent Cotin. Le centre de l'hypertension pulmonaire, qui est coordonné par Marc Imbert, et le centre des maladies respiratoires rares, qui concerne plutôt la pédiatrie et qui est coordonné à Necker par Christophe Delacour. Donc au total, on a 88 centres sur toute la France et l'outre-mer. Et du coup, donc il y a 3 centres coordonnateurs. On est passé avec cette labellisation de 9 centres constitutifs à 21 centres constitutifs. Donc c'est des centres en effet qui montent en niveau et qui seront des centres qui sont enfin dotés aussi financièrement. Parce que le ministère met des étiquettes mais ne met pas forcément de moyens derrière. Donc tout ce qui est centre de compétences, les 64 centres de compétences, ils sont labellisés mais ils n'ont pas de financement. Donc c'est encore plus dur pour eux d'avancer. C'est vraiment une volonté propre de monter en compétences et de travailler avec l'ensemble du réseau. Et donc vous voyez, comme le disait Marc, qu'on couvre vraiment bien toute la France. Et donc moi, je suis en lien avec les responsables médicaux de tous ces centres-là. Et on essaye de faire que tout le monde se connaisse, travaille ensemble et les mêmes pratiques. Et veuille bien travailler dans le même sens. Et suivre notamment le plan national maladie rare. Et donc votre maillage à vous, votre maillage à vous, c'est celui-là. Donc j'ai pas mis le maillage parce que je pensais qu'on aurait peut-être celui d'avant. Mais vous avez monté justement, comme le disait Marc, il y avait un seul centre constitutif qui était Marie-Lalonde pour la chirurgie. Et donc il y a 5 centres constitutifs en plus. Donc ils vont avoir des moyens supplémentaires, la capacité de recruter, on espère, des gens et des moyens d'appui locaux pour pouvoir justement aussi disperser au niveau territorial et local l'expertise et le savoir. Donc, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui vous ont été présentés, donc nous, au tout début de la filière, il y en avait pas. Et donc, il y a eu différents appels à projets du ministère qui ont permis de doter aussi financièrement les centres qui candidatent. Et donc, on arrive à 15 protocoles nationaux de diagnostic et de soins à l'heure actuelle qui sont référencés sur notre site internet. Donc, vous aurez les diapos, je pense. Et donc, en cliquant, vous arriverez à chaque fois sur notre site internet. C'est vraiment le point central. Il est mis à jour quotidiennement. Donc, vous pouvez aller le regarder, il n'y a pas de souci. Ce qui est dessus est à jour. Et donc, pour vous concernant, pour Pulmotension, il y a 2 PNDS. Celui de l'HTAP qui a été publié en décembre 2020 et qui sera peut-être remis à jour s'il y a des modifications à faire, notamment la liste des centres, c'est pas forcément le plus grave, mais bon, que le médecin traitant oriente au bon endroit, c'est important. Il y a toute une partie qui est vraiment destinée maintenant au médecin traitant. Le document lui-même, il fait plus de 25 pages, mais dans ce document, il y a 2-3 feuilles qui sont consacrées au médecin traitant. Vous pouvez le donner pour une prise en charge plus simplifiée. C'est une obligation maintenant d'avoir cette partie-là, c'était facultatif avant, et ça permet vraiment de les éclairer un peu plus facilement pour le premier recours, pour pas que vous ayez à chaque fois à repartir au niveau du centre de référence ou de compétences. Et donc, comme il vous a été dit, celui de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est en cours par Xavier Jaïs. Donc, sur le parcours de soins, on a aussi ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires, qu'on abrège en RCP. On a énormément d'acronymes dans les maladies rares. Donc, le but, c'est que tout le monde se mette autour d'un ordinateur et discute entre Bordeaux, la Guadeloupe, Rennes, Dijon, enfin voilà. Celui qui a besoin de passer un dossier, une situation un peu difficile, demande à passer son dossier. Et donc on a 15 thématiques différentes, puisqu'on couvre la pédiatrie, les maladies de l'adulte et l'hypertension pulmonaire. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a des réunions du coup mensuelles, multipliées par 15 thématiques, enfin voilà. Donc ça fait 550 dossiers qui ont été discutés en 2023, et qui du coup n'imposent pas aux patients de se déplacer, c'est l'expertise qui voyage, mais pas le patient. Le but, c'est que le dossier est passé, on discute de l'orientation diagnostique, thérapeutique, éventuellement de l'inclusion ou pas dans un essai, et de la nécessité et de l'intérêt que ça peut avoir aussi pour certains profils d'avoir une recherche en génétique. Et donc du coup, pour vous, il y a 2 RCP sur l'hypertension, donc l'hypertension pulmonaire sévère, qui permet quand même de réduire le nombre de dossiers, parce que sinon, vous imaginez bien qu'en hypertension,
il y a énormément de métiers qui passeraient. Et la génétique de l'hypertension pulmonaire, qui est coordonnée par David Montagny, et qui là a vraiment pour objectif de voir et de passer en séquençage global pour rechercher l'origine génétique de vos pathologies. Après, on a ce qu'on appelle les programmes d'éducation thérapeutique patient. Et donc, j'ai vu Manon, je sais pas où elle est là-bas. Voilà. Donc, pour Bicêtre, c'est Manon qui dispense et que vous connaissez sans doute, qui est infirmière. Donc, le programme s'appelle ARP. Il est en partie digitalisé pour ceux qui ont envie de suivre certains modules en ligne, et c'est possible. Et c'est un programme qui est en cours de déclinaison sur Strasbourg et Tours. Ces programmes d'éducation thérapeutique, ils sont déposés ARS par ARS. Donc on ne peut pas dire qu'on a un programme qu'on dépose à Paris qui est national et que tout le monde peut faire. Il faut vraiment que chaque équipe en local se forme, acquiert les compétences pour pouvoir le dispenser. Donc c'est pas si simple de mettre en place un programme, en tout cas de le répliquer en province. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça dépend des équipes. Quand on vous dit que les centres de compétences, ils n'ont pas de budget, ils ne peuvent pas recruter une infirmière de coordination qui va faire le TP. C'est vraiment du coup plus compliqué, donc on espère que là, le fait d'avoir plus de centres constitutifs, ça puisse quand même un peu plus se diffuser. Et c'est pareil, vous retrouverez sur notre site internet, et puis ça va être mis à jour régulièrement avec les nouveaux programmes. Pour le parcours de soins, nous on travaille aussi sur tout ce qui est lien ville-hôpital. Donc au tout début, vous connaissez peut-être Orphanet, qui est la grande encyclopédie des maladies rares sur Internet, mais la plupart des descriptifs des pathologies et des maladies sont assez datés ou obsolètes et on n'arrive pas forcément à les faire mettre à jour rapidement. Donc du coup, le choix a été fait sur le site Internet d'avoir des résumés qui sont fiables, qui sont récents. Donc tout ce que vous verrez décrit sur le site dans les parties maladies sont sous caution médicale, c'est rédigé avec eux, c'est bien écrit en bas. Vous avez aussi les livrets d'informations qui ont été produits à la demande de certains médecins et des patients, et en lien notamment avec Acheta France. Donc vous avez le livret de l'hypertension pulmonaire, j'en ai mis quelques-uns, vous pouvez vous servir. Et de la même façon, les centres peuvent les demander, mais vous pouvez aussi nous écrire pour en demander, on en distribue volontiers. Donc le but, c'est de pouvoir vous expliquer à vous votre pathologie, à vos proches aussi, parce qu'ils ne suivent pas forcément les consultations, vos enfants. Et de la même façon, des fois, sur le coup de la consultation, on n'entend pas tout, on croit entendre, mais on n'a pas forcément tout compris. Donc ça vous permet aussi, à la fin, il y a une partie de prise de notes, si vous voulez noter des choses pour la fois d'après et pas oublier. Et dans ce qui peut vous concerner aussi, c'est le livret des tests génétiques, le guide pratique, parce que c'est vrai que les abréviations et les termes utilisés sont plutôt compliqués, donc les modes de transmission et autres. Donc ça, c'est un livret qui est plus, du coup, tout centre de référence confondu et qui a été travaillé avec toutes les associations membres du conseil scientifique. Donc il y en a aussi ici et vous pouvez les demander. Les cartes d'urgence, donc ça c'est un format de carte vitale, j'en ai sur moi aussi, mais là c'est réservé aux médecins. On ne peut pas les donner aux patients. On a beaucoup de demandes avec carrément les adresses, je veux tant de cartes chez moi au cas où j'en perds une. On n'a pas le droit. Légalement, elles doivent être remises lors d'une consultation. Donc si vous n'allez pas dans votre centre de référence, dans votre centre de compétences, que vous y allez qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans, vous pouvez demander qu'on les adresse à votre médecin traitant, ça ne pose pas de problème. Mais nous, on ne peut pas vous les adresser directement. Voilà. Et elles sont plastifiables, ça fait le format d'une carte vitale, c'est un format imposé par le ministère. On sait que c'est tout petit, voilà, on a mis beaucoup de choses dessus, parce qu'on a rajouté les QR codes. Le Covid a au moins servi à ça, c'est que tout le monde connaît les QR codes. Voilà, on a essayé de mettre le maximum de choses, mais voilà, le format est petit et est imposé. Donc sur le parcours de soins, parce que moi la question c'était quand même de répondre à quoi sert la filière, donc on m'a dit d'être très pratico-pratique, hein, donc je ne mets pas les choses trop théoriques. Nous on est en lien, en interfilière, on est quand même 23 filières, donc les maladies sont rares mais prises toutes en addition, ça fait quand même beaucoup de monde, et on est plus fort en étant tous ensemble, donc sur des congrès des médecins des premiers recours, donc tout ce qui est médecine générale, pédiatrie et urgence, on tient des stands en interfilière. Donc on est présent sur tous ces congrès-là, pendant les 2, les 3 jours. Avec le collège de médecine générale, c'est même plus large, parce que c'est un vrai partenariat, donc vous ne le voyez pas forcément, mais sont diffusés régulièrement les PNDS, justement,
aux médecins généralistes pour qu'ils sachent ce que c'est. Donc c'est un gros travail, ça fait 5 ans que les filières collaborent avec le Collège de médecine générale et ça porte ses fruits, on y arrive. Les médecins généralistes, les générations se renouvellent. Donc avant ils savaient tout, maintenant ils acceptent de ne pas savoir et ils acceptent de rediriger et d'orienter. Donc un petit pas pour nous, mais bon voilà, on est déjà content d'avoir pu le faire et de pouvoir présenter qui on est. Parce que nous-mêmes on n'est pas médecins, donc avoir une crédibilité auprès des médecins, c'est toujours quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Pour le congrès de pneumologie, donc plus les congrès spécialisés, donc nous on participe au CPLF. Donc cette année on a fait pour la première année une délégation associative en plus sur notre stand. Ça a franchement bien marché. Il y avait 6 associations, parce qu'on en a 19 dans le périmètre, qui étaient présentes et qui se sont relayées sur ces 3 jours-là. Donc elles pourront vous dire voilà, ce qu'elles en ont pensé. Pour le congrès de l'ERS, donc ça c'est en Europe, cette année c'est à Vienne. Donc moi je n'y vais pas personnellement, je suis allée quand Marc était président à Barcelone. Mais l'objectif surtout, nous, c'est la formation. Donc on a fait le choix de soutenir la formation de jeunes professionnels du réseau. Donc médecins, chercheurs, attachés de recherche clinique, infirmiers, enfin voilà, ceux qui ont envie de candidater, qui ont moins de 40 ans, sinon 41 on prend aussi, on n'est pas aussi... C'est catégorique. Voilà, c'est catégorique, mais du coup, voilà, on finance et on subventionne leur participation à l'ERS. Donc la filière prend en charge les allers-retours, les hôtels, les inscriptions d'à peu près 10 personnes par an. Et après, on a le congrès de pneumologie et allergologie qui est en novembre et qui là concerne vraiment la pédiatrie. Et donc c'est pareil, si vous cliquez et que vous allez sur le site internet, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on va quelque part, on fait un retour sur et on fait un article sur le site internet. Donc même si vous ne participez pas, vous pouvez avoir les résumés des sessions auxquelles on assiste. Je sais que vous avez une assistante sociale, mais depuis, je vous le dis quand même, depuis novembre, on a un partenariat avec l'Alliance sociale, qui est une société qui travaille déjà depuis 2 ans avec les filières Fimarade pour la peau et Favamulti pour les atteintes systémiques, et du coup qui vous permet, par un premier échange mail, de pouvoir prendre rendez-vous, d'expliquer votre situation. Le suivi est complètement gratuit, il est pris en charge par la filière. Ça peut être pour vous, vos proches, vos enfants, enfin voilà, c'est toute personne qui a un code orphanette classé maladie respiratoire rare, donc ils savent qui peut appeler et n'hésitez pas à les appeler. Elles sont vraiment ouvertes et elles sont là pour vous écouter et vous accompagner au mieux, que ce soit pour le travail, les PCH, les adaptations d'appartement, le maintien dans l'emploi, enfin, la scolarité, c'est tous les champs du médico-social. Pour l'activité physique adaptée, qui est un gros défi, un gros challenge, qu'on porte aussi avec le collectif des États généraux de la santé respiratoire, et avec les complications actuelles, nous on n'a pas le droit de faire de soins en tant que filière, on n'a pas le droit de voir des patients en tant que filière, donc on essaye de vous aider comme on peut. Donc il y avait déjà des vidéos en ligne d'activités physiques adaptées. Il y en a 3 adultes, 3 enfants qui vont être complétés par 3 suivantes adultes un peu plus haut niveau et 3 autres enfants. Et on vous propose donc à partir de mercredi prochain démarre les séances en ligne d'activités physiques adaptées. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a une sarcoïdose pourra être avec vous. C'est vraiment pour tout le périmètre maladie respiratoire rare. Et donc ce sera tous les mercredis à 17 h. Si ça a plus de succès que ça, on verra pour créer d'autres sessions, mais pour le moment, sur les sondages qu'on avait pu faire en ligne sur nos réseaux sociaux, c'est ce créneau horaire-là qui a été validé. Donc c'est pareil, le mieux c'est quand même d'avoir une attestation d'un médecin qui dit que vous pouvez faire, qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique de l'activité physique adaptée. C'est des coachs en activité physique adaptée, donc c'est pas n'importe qui vous fait le cours. Il y a des points réguliers au démarrage, pendant le cours et après le cours pour savoir comment vous vous sentez. Et donc vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, c'est pareil, c'est sur les réseaux sociaux et puis vous avez le lien là, c'est sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, c'est entièrement pris en charge par la filière. Et vous n'êtes pas obligé, si vous faites une séance, de les faire, c'est prévu, nous on a prévu pour 1 an. Si au bout de 3 fois vous n'avez plus envie de faire, c'est pas grave, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé d'y aller toutes les semaines, voilà, faites comme vous pouvez, mais c'est quelque chose qui existe déjà pour la fibrose pulmonaire et qui marche très bien. Et donc du coup on avait beaucoup de demandes de patients de différentes associations.
Donc voilà, on a essayé de mettre ce service-là. Je pense que les assos sont contentes. Maintenant, on espère qu'il y aura de nombreux participants. Après, nous, pour ce qui est de la recherche, on n'a pas les capacités financières, et puis c'est pas notre travail d'être sur une paillasse, d'être dans un labo et de faire des manips, hein, clairement. Donc on a plusieurs appels à projets en fonction des budgets que nous avons au ministère, qui sont régulièrement relayés. Et on a 2 fois par an un bulletin de recherche pour vous tenir informé des actualités dans votre domaine, plutôt orienté recherche clinique. Donc il y a un bulletin de recherche qui paraît au mois de mars et qui est lié au congrès du CPLF du mois de janvier. Et puis il y a un bulletin spécial ERS qui pour le coup est rédigé avec les résumés des jeunes lauréats qu'on subventionne. Donc quand ils vont au congrès de l'ERS, en échange, ils s'engagent à rédiger des résumés qui soient compréhensibles par tout le monde. On reformate quand même un peu et qu'on met en page pour que ce soit accessible à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas pu aller à Vienne, à Barcelone ou ailleurs. Et donc en termes de formation, donc on a tout un volet sur la formation même des professionnels à l'éducation thérapeutique et autre chose. Hein. Et pour vous, il y a la formation parents experts, donc je sais qu'il y a des... Il y a Magali qui l'a fait, en fait, qui est d'accord. Moi je finance mais je ne sais pas les visages des gens, je reçois des candidatures. Donc c'est une formation qui est en interfilière. Il y a 12 places par session, c'est une formation qui a lieu les samedis, généralement un samedi sur 2 ou un samedi sur 3 en fonction des ponts et autres. Donc il y a une première session qui est sur le premier semestre, le deuxième qui démarre en septembre et qui du coup finit un peu en février avec les différents congés. Donc c'est du distanciel majoritairement, puisque vous êtes avec des parents qui n'ont pas forcément des enfants qui ont les mêmes pathologies, puisque c'est toutes les filières, les 23 filières de santé maladies rares. Et d'où cette difficulté aussi, je ne peux pas faire passer 5 parents, parce que forcément, j'ai un quota. Donc pour Espifil, si j'arrive à faire passer 1 ou 2 parents par an, ça fait parents par an, pas évident, par année, voilà, c'est le maximum que je puisse faire, puisqu'il y a d'autres filières qui ont aussi leur liste d'attente de parents. Du coup, voilà, soyez compréhensifs, parce que je me suis déjà fait disputer, parce que je ne passais pas assez de parents d'enfants qui étaient tous prioritaires. On me demande de les classer en plus, donc c'est quand même compliqué. Donc moi, je reviens systématiquement vers les associations pour savoir qui est prioritaire quand il y a plusieurs dossiers au sein d'une même association. C'est pas moi qui arbitre, j'en ai pas envie non plus. Pour moi, tout le monde est méritant. Donc c'est quelque chose qui marche bien et pour le moment, on a formé 6 parents d'enfants. Voilà. Et donc il y a un webinaire d'information qui aura lieu le 29 mai, qui est pareil, qui est gratuit si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Et après, pour faire tout ce travail-là, c'est l'équipe, on est 4 actuellement. Donc il y a Sabrina Berbache qui est chargée de mission données de santé et traitement, donc elle gère essentiellement tout ce qui est données réglementaires qu'on doit rentrer dans ce qu'on appelle la Banque nationale de données maladies rares, qui est quelque chose qui vous est très loin, mais qui pour nous est quotidiennement très très proche et très prenant, très chronophage. Elle gère aussi l'inscription de tous les dossiers patients en réunion de concertation pluridisciplinaire. Parce que les médecins envoient des feuilles où ils écrivent pas forcément très bien à la main, ou parfois ils ont la gentillesse de le faire dactylographier, mais après il faut pouvoir lire, déchiffrer, et tout doit être retranscrit dans des logiciels hébergés HADS pour le suivi et l'archivage de vos dossiers et la traçabilité de vos dossiers. Sabrina Boitia qui est également chargée données de santé, puisque les RCP c'est quand même 15 réunions par mois, donc il faut vous dire qu'en termes de dossiers patients, ça fait du monde, et en Bamara aussi derrière, et sur le parcours de soins, donc tout ce qui est éducation thérapeutique patient et la transition enfant-adulte, qui est un gros point aussi, mais que je pense qu'il y a une partie pédiatrie après. Moi, vous m'avez vu. Et puis, Myriam Sariassoun, du coup, qui est chargée de mission recherche et formation, donc vraiment qui compile tous les résumés, qui va à la chasse en information, aux articles pour vous faire des simplifications, la vulgarisation sur tout ce qui est recherche, et puis tout ce qui est formation, parce que vous n'avez pas vu là, mais il y a aussi des formations pour les médecins. C'est un gros volet, les journées auxquelles on participe, et on essaye de participer au maximum aux journées des associations. Merci à vous. Et du coup, je vous ai mis au bout, donc vous avez notre petit mascotte qui est le petit poumon, qui est la peluche, vous pouvez vous servir. Et il y a aussi toutes les plaquettes d'accompagnement avec CAF, MDPH et autres.
Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, derrière le formulaire de contact, c'est moi. Derrière les réseaux sociaux, c'est moi. Donc, globalement, si vous écrivez, ça m'arrive. Donc soyez polis. Gentil. Vous avez une tête... Juste gentil. Je fais au mieux. Voilà, bravo, hein, Céline. Alors Céline, ne pars pas, reste un instant s'il te plaît. Parce que Maggie va te remettre quelque chose. Oh. Tu n'aimes pas parler, mais tu as bien parlé. Ça va? J'étais pratique. Oh, merci. Elle a dit que là, c'était pas beau à cause des... Tu l'avais là? Ok, allez, un peu de... Venez avec nous. Ah, c'est violent. On va bien. Décalé. Non, décalé. Pas la lumière. T'as la lumière en selfie. Ah ouais, moi je ne vois plus. Merci. Et puis alors dans le budget que vous avez bien pu voir tout à l'heure, parce que finalement il y avait bien la diapo, vous avez vu qu'il y avait des dons qui avaient été reçus de la part des particuliers, donc dirigés vers la recherche. Et donc Sandrine va remettre un chèque. Donc ça c'est le chèque de début d'année. Alors là vous êtes en plein dans la lumière, il faut encore une fois vous décaler parce que sinon la photo va pas être jolie. Donc cette somme de 15 000 € correspond aux dons qui ont été versés vraiment spécifiquement pour la recherche. On a un petit peu arrondi pour que ça fasse une somme ronde et puis en fonction de là où on en est du budget de l'association, peut-être qu'on aura la petite somme de fin d'année quelquefois qui permet de donner à manger aux chercheurs qui n'ont rien à manger. Alors merci, merci du fond du cœur. Ça c'est les dons qui nous touchent le plus et ils ne sont pas obligatoires. Hein. Il faut que vous sachiez les uns et les autres qu'on est assez bien soutenus, vous avez vu, par l'État, par l'INSERM, par l'université. Mais ce don-là, c'est celui qui compte le plus. Et pour ceux d'entre vous qui venaient à Bicêtre, il y a un très beau bâtiment devant l'hôpital qui est tout blanc, merveilleux, qui est le nouveau bâtiment recherche où se trouve l'unité INSERM. Et grâce à vos dons, ce bâtiment est plus agréable pour la partie hypertension pulmonaire. Il y a une salle de vie et également des moyens de communication à distance. Vous avez vu qu'on est très internationaux, nationaux, etc. Et puis aussi, de temps en temps, il y a un petit rajout pour le quotidien de l'unité INSERM. Grâce à votre don, ça nous permet de mieux accueillir les étrangers, les techniciens, les ingénieurs, etc. Mais encore une fois, rien n'est obligé. Et quand on le reçoit, ça nous fait vraiment plaisir. Et quand on ne le reçoit pas, c'est pareil, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Donc, merci beaucoup. Il faut que j'évite Athénaïs et Olivier qui veulent le prendre. Ça va être difficile de l'encaisser tel quel, Oui, je il est pense. grand. Vous le prendre? Il y a des questions? Vous pouvez l'afficher au labo. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la recherche, par rapport à Respifil, par rapport à toute cette organisation dont Marc et Céline vous ont fait part? Soyez pas timide, hein. On est là pour ça. Marc court partout tout le temps. Là, vous l'avez 5 minutes devant vous, il ne bouge pas. Bonjour. Alors, juste une petite question, parce que vous avez parlé des activités adaptées. Est-ce qu'il existe éventuellement des formations pour les professionnels d'éducation nationale, c'est-à-dire les professeurs de PS, sur l'adaptation en classe pour les enfants atteints? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement se joindre et c'est des formations où on pourrait leur conseiller d'aller visiter plutôt que les enfants se retrouvent assis pendant 2 heures? Alors je sais qu'il y a une fédération de tous les profs d'activité physique adaptée, puisque ça c'est notre prochaine étape si on arrive. Moi je ne prends pas les décisions seule, je prends rien en fait toute seule, c'est le comité directeur qui prend les décisions. Donc Marc Imbert, Vincent Cotin et Christophe Delacour. Et c'est un travail je pense qui va être un peu poussé par les assos sur les 5 ans à venir, notamment aussi en lien avec le milieu scolaire, mais il y a toute une chose qui s'organise avec la HAS de rédiger des référentiels qui après puissent être éventuellement opposables ou pas à la Sécu, la prise en charge et autres. Donc ça c'est encore... Et il y a tout un travail qui est fait avec la CNSA, les MDPH et puis
le volet enseignant. Ils ne sont pas forcément disponibles pour venir non plus échanger avec nous, donc c'est compliqué parce qu'il faut mettre des kinés, des profs d'APA et des professeurs de l'éducation nationale ensemble. Et ce n'est pas ni les mêmes façons de travailler, ni les mêmes agendas. Donc c'est une complexité supplémentaire et en plus territoriale. Parce que tous les directeurs d'établissement n'ont pas dans les écoles les mêmes volontés non plus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on travaille. Je sais qu'il y a d'autres filières qui y travaillent. Vous devez beaucoup l'entendre, qu'on travaille à. On aimerait tellement que ça aboutisse et que ce soit concret, mais c'est pour ça aussi qu'on s'est, nous, rajouté au collectif des États généraux, parce qu'en tant que filière, on va juste regarder, on n'a pas de droit de vote, puisqu'on est nous-mêmes payés par le ministère, donc on ne peut pas tellement faire des propositions au ministère, hein, ça n'aurait pas de sens. Mais justement pour quand même porter aussi et soutenir les associations qui sont membres et qui veulent que ça bouge au niveau de l'APA. Et que ce soit plus transversal, moins en silo. J'ai quelques noms de profs d'APA qui sont venus, qui nous ont contactés suite à la communication qu'on a fait sur les réseaux sociaux, justement pour voir ce qu'on peut arriver à essamer, mais il faudrait commencer par quelqu'un qui a envie de faire un groupe de travail, des réunions, enfin c'est quand même tout un process, quoi. Et l'accord du comité directeur pour que la filière s'engage dans cette voie. Voilà, donc c'est vraiment important comme question. Je sais que vous êtes engagé vous-même personnellement et puis vous êtes aussi dans le milieu éducatif, sportif. Voilà, ça se voit. Ça se voit, mais on ne peut pas dire. Hein. Mais globalement, nous on est très prudents quand même hein, sur l'activité physique encadrée. On essaye de faire en sorte de souligner que c'est du cas par cas, qu'il faut l'autorisation du médecin référent, pas d'un médecin qui ne connaît pas la maladie. Mais par contre, hein, Olivier va sûrement en parler un peu, la réhabilitation à l'effort, pour ceux qui peuvent, là on ne parle pas de réhabilitation, hein, là on parle juste d'entraînement, mais la réhabilitation c'est quelque chose sur lequel les Français travaillent, en particulier à Grenoble et à Saint-Étienne, et peut-être que l'année prochaine, j'espère qu'on aura les résultats de, vous savez, il y a un PHRC là-dessus, qui pourra de mieux positionner la réhabilitation, au moins en France, avec notre système de santé. Voilà, PHRC c'est un programme hospitalier de recherche clinique, encore une fois soutenu par l'État. L'État soutient bien notre milieu, on est assez compétitif. Puis on entend vos questions. Chez les tout petits, chez les enfants, il faut faire attention aux activités non encadrées parce que bien sûr, ils poussent des fois un peu trop loin. Donc il faut voir exactement comment faire avec chacun. Il y a une question derrière? Non? Il faut qu'ils aient des signes. C'est par l'entouré. Attention. Ça a été dit ce matin pendant la présentation de Fanny de l'Alliance Maladie Rare, et ça vient d'être répété, c'est que le modèle de prise en charge et d'organisation de prise en charge des maladies rares en France a servi de modèle à la constitution des ERN au niveau européen. Mais est-ce que, à contrario, il y a un ruissellement des ERN dans des pays où la prise en charge serait moins bonne? Est-ce que ça peut servir de modèle dans l'autre sens? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les ERN, en fait, les ERN, le but, c'est de prendre le modèle des pays où ça se passe bien. Et en fait, c'est assez particulier, mais en France, quand on nous a dit il y a des réseaux européens de référence sur les maladies rares, on a dit mais nous, on est assez contents du système, donc on veut bien participer, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'on pourrait éventuellement disséminer des choses qu'on a faites dans notre pays pour d'autres pays. Et là maintenant, je peux vous dire, les réseaux européens de référence, c'est un appel à projet européen pour implémenter à l'échelle nationale la prise en charge des maladies rares, un petit peu comme on le fait en France. Donc nous, on ne peut pas vraiment répondre parce qu'il y a déjà une structuration, mais mes amis allemands, ils répondent et ils vont avoir beaucoup de soutien pour constituer quelque chose qui ressemble un peu au réseau français. Donc ça, c'est monsieur Thomas Wagner qui fait ça. Et il y a plein de pays où c'est un petit peu, alors Pisana connaît bien l'Italie, c'est un pays très attachant, etc. Mais chaque ville se considère comme le centre du monde. Bon, il y a Rome quand même, ça c'est vraiment le centre du monde, mais il y a chaque ville qui essaye d'être un peu le leader. Et là, je pense que ce serait bien qu'ils apprennent un peu de ce qu'on fait en France. Voilà. Votre système de santé, il est plus fédéral aussi. Chaque région est responsable. L'Espagne, ils font pas mal, mais c'est aussi fédéral. Mais l'Allemagne est fédérale aussi. Voilà, la Belgique est fédérale. Mais globalement, les réseaux européens de référence bénéficient de ce qu'on fait en France. C'est pas mal de l'entendre. Voilà.
Alors bien sûr, je ne suis pas allé dans le détail, mais en France, on essaye maintenant d'associer les bases de données avec des banques biologiques, vous voyez, et avec votre accord, bien sûr. Donc quand un patient avec une maladie rare vient dans un centre, il donne son accord pour avoir ses données stockées sur une base de données, et en plus il donne un peu de sang qui est stocké et apparié avec la base de données. Ça, c'est un progrès décisif, je dirais. Ça n'existait pas avant. On le faisait bien sûr à Paris-Saclay, mais ça ne se faisait pas à l'échelle nationale. Je pense que ça peut être un progrès décisif, ça. Mais qui coûte beaucoup d'argent, comme toujours. Alors, on vous remercie. Je vais faire avec mon chèque. C'est toutes les personnes ici présentes et celles qui n'ont pas pu venir aussi qui vous remercient tous, parce que on est quand même très reconnaissant d'avoir, je crois qu'on a 10 intervenants aujourd'hui, et je sais que ce sont tous des intervenants très pris, donc grand merci.